Vous êtes toujours sur Radio LCF en compagnie de Camille et de Guillaume Pitron, donc l'auteur de La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique. Et je vais tout de suite aller page 62, parce que vous dites, osons donc cette question parfaitement scandaleuse ces dernières, donc vous parlez des technologies numériques, ne vont-elles pas plutôt aggraver la pollution générée par la green tech ? Nous évoquions tout à l'heure la complexité de l'extraction de ces métaux rares qui servent et qui contribuent donc à toute cette green tech, à fabriquer des panneaux solaires, des batteries électriques, nos portables. Quid ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire, après ce livre, je me dis, mais ok, moi, à mon échelle, je fais attention, je trie. D'ailleurs, en France, on ne fait pas encore du compost dans les villes. J'étais assez marquée par ça. Cet été, j'étais en Italie. Ils ont 6-7 bacs différents. Bref, là, on touche encore à une autre problématique, celle du recyclage. Celle de la solution, oui, voilà. Elles existent. En fait, d'abord, votre question implique que j'explique d'abord en quoi est-ce que green tech et numérique vont ensemble. Oui, allons-y. Parce que nous sommes dans un âge du clean tech ou du green tech, c'est-à-dire les technologies vertes. Mais ces technologies vertes ont besoin de numérique, de technologies numériques. Je m'explique. Le compteur Linky que nous avons chez nous en France, c'est ce compteur intelligent qui va être installé à des dizaines de millions d'exemplaires dans les prochaines années en France. Ce compteur, en fait, doit permettre... Il est connecté, c'est ça. Il est connecté. Donc, il ne vient plus relever l'électricité. Et il calcule votre consommation d'énergie. Ce qui fait que le distributeur d'électricité dans le réseau, il sait exactement ce que vous consommez à tel jour et à telle heure précise. Et du coup, l'électricité qui doit circuler dans les réseaux d'électricité peut être adaptée à votre consommation. Et donc, du coup, on arrive à des capacités de calcul beaucoup plus affinées et donc à des économies d'énergie. Donc, vous avez besoin du numérique pour faire ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Et puis, en plus, le numérique, c'est merveilleux parce que c'est dématérialisé. C'est-à-dire que, après tout, envoyer un email, c'est probablement moins polluant que d'écrire une lettre et puis de la confier à un facteur qui va devoir rouler à bord de son camion pour aller la déposer, cette lettre, je ne sais où. Et donc, il y a cette idée que comme nous sommes dans un monde de plus en plus digitalisé, la dématérialisation, c'est la promesse de s'affranchir, l'utopie selon laquelle nous allons nous affranchir de la matière et que du coup, notre impact sur les écosystèmes sera moindre. Et là où je rejoins la page 72, je crois, du livre, ou 62, c'est que, en réalité, le numérique, c'est fortement consommateur de matières premières. Il faut des métaux rares, et notamment des terres rares, à profusion pour les technologies numériques. Et puis, ces technologies numériques, elles ont besoin d'électricité pour fonctionner. Et aujourd'hui, le numérique, c'est environ 8% de la consommation mondiale d'électricité. Si jamais le cloud, le nuage, 8%, ah oui, wow. si le nuage était un pays, le cloud, il serait le 5e pays en termes de consommation d'électricité dans le monde. Et puis tout ça, c'est également des rejets carbone, puisque l'électricité, elle vient d'où ? Elle vient d'une centrale nucléaire ? Elle vient d'une centrale à charbon ? Elle vient d'une centrale à pétrole ? Mix électrique en Chine, c'est 70% d'origine fossile. Donc ça veut dire que ça va générer des gaz à effet de serre. Donc en fait, vous voyez que derrière l'immatériel, c'est pas du tout immatériel, il y a de la matière première, il y a une matérialité de l'invisible. Et donc d'un côté, nous vivons dans l'âge, jamais nous n'avons vécu un âge aussi digitalisé, et paradoxalement, jamais nous n'avons vécu un âge aussi matérialiste. Pareil, il y avait un endroit où vous disiez envoyer un mail engendre, je ne sais pas quel montant de pollution. Et nous nous envoyons toutes les heures dans le monde entier, nous envoyons environ 10 milliards de mails. Bien, c'est quoi la consommation en termes d'électricité de 10 milliards de mails ? Eh bien, il faut faire tourner en permanence pour ces mails 15 centrales nucléaires. 15 centrales nucléaires. C'est pas 15 centrales qui sont effectivement affectées à cela. Ça va être aussi des centrales à charbon, des centrales à pétrole, toutes sortes ou même éventuellement des fermes solaires. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est l'équivalent de 15 centrales nucléaires qui doivent tourner en permanence pour que nous puissions envoyer des emails. Alors, quand à vous parler des vidéos en haute définition sur nos portables, vous imaginez que le coût est encore plus élevé. J'imagine. Et alors, les solutions ? Pour essayer de réagir, ou en tout cas, après cet ouvrage qui apparemment a eu justement un grand écho chez le grand public, qui semble être prêt aussi à ce type de débat. L'autre soir, j'entendais quelqu'un qui commence à vivre sans créer de déchets.
Donc, Mhm. on achète en vrac. Mhm. Chez soi, on essaie de fabriquer tout soi-même. Enfin, D'abord, Francis Bacon disait « Le savoir, c'est le pouvoir ». Donc déjà, il faut qu'on sache. Il faut qu'on soit conscient de ces problèmes-là. Ce que je vous raconte, c'est d'abord des choses que j'ai découvertes moi-même et je suis tombé de ma chaise en les découvrant moi-même. Donc il faut que nous soyons conscients de cela et que nous comprenions qu'est-ce que c'est que la phase B de cette transition énergétique. C'est quoi les cuisines, les coulisses, les aspects les plus souterrains au sens le plus littéral du terme de ces nouvelles technologies-là. Et je ne pousse pas à l'achat, mais lisez des articles, regardez des documentaires, achetez éventuellement un livre, mais en tout cas, renseignez-vous sur tous ces non-dits de la transition énergétique que nous ne comprenons pas. Déjà, il faut comprendre. Ensuite, quand on comprend, effectivement, on a envie d'agir. Et il y a des façons très, très concrètes d'agir. D'abord, on peut agir au quotidien pour soi-même, comme vous disiez. Votre téléphone portable, c'est sûr que si vous en changez tous les 6 mois, ça a un impact sur la consommation de matières premières. Vous sachez que votre téléphone portable, celui dont il était question au début de l'émission, eh bien, il pèse environ 120 grammes. Mais pour 120 grammes à l'arrivée, combien il a fallu immobiliser de matière en amont? Il a fallu immobiliser 70 kilos de matière. Donc vous voyez qu'il a fallu 70 kilos pour arriver à 120 grammes. Ça veut dire 600 fois plus de matière immobilisée pour le produit fini. Donc si vous si vous changez de téléphone portable parce que vous n'aimez plus le design ou parce que vous trouvez qu'il ne prend pas d'assez belles photos, eh bien ça fait un trou pour extraire dans la terre, devant chez vous, 70 kilos. Donc vous voyez que... J'en ai un depuis 5 ans, c'est pas mal. Voilà. C'est un iPhone depuis 5 ans. Et moi depuis 3. Mais voilà, c'est bien pour vous que vous preniez conscience de cela. Et donc effectivement, si en plus vous dites, du coup, plutôt que de le rejeter je ne sais où, le garder dans mon tiroir parce qu'il est joli, je vais aller le mettre à la déchetterie et du coup ce téléphone être recyclé pour partie en tout cas, les métaux qui le composent vont rester dans les boucles d'économie circulaire. Il y a tout ce travail qui permet d'économiser de la matière, de rationaliser la matière avec un impact nécessairement à l'arrivée moindre et un impact moindre qui peut être calculé. Après, il faut aussi que vous compreniez que c'est sur l'industriel qu'il faut faire pression. Parce que moi, je peux consommer un téléphone de moins tous les ans ou tous les 3 ans, mais il n'empêche que si l'industriel lui-même ne change pas ses pratiques, s'il continue d'aller acheter des métaux dans des conditions qu'il ne veut pas voir, en se retranchant derrière une armada de sous-traitants qui font écran de fumée pour que lui, l'industriel, puisse dire excusez-moi, je ne sais pas de quoi vous parlez, mes procédures sont respectueuses de l'environnement et d'ailleurs j'ai signé la charte éthique, etc. Eh bien, cet industriel, s'il ne change pas, ce n'est pas suffisant. Et ça, il y a, je pense, nos achats de telle ou telle technologie vont nécessairement avoir un impact, faire pression sur l'industriel. Les votes, faire de la politique, tout ça c'est politique. Oui. Tout ça c'est politique et ça doit permettre de changer les choses, mais pas seulement au niveau, domestique, mais vraiment au niveau des industriels, parce que c'est aussi là et certainement surtout là que se jouent les grands enjeux. Alors, on va parler de Chine, évidemment, mais avant de parler de Chine, puisque, voilà, moi, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est de comprendre ce regard occidental sur la Chine, pourquoi on s'est débarrassé de tout ça chez nous, aux États-Unis, en Australie, et on est bien content que ça se passe en Chine. La Chine a aussi saisi cette occasion, évidemment, donc on va approfondir tout ça, mais on écoute avant Libre comme l'air, Hao Yun.